Hey, salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode numéro 3 de Tire-toi une bûche. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Tranquillement, pas vite, il y a de plus en plus de gens qui écoutent chacun de mes épisodes. Tranquillement aussi, on a de plus en plus d'abonnés sur la page Facebook. Donc, si vous voulez m'aider, si vous voulez aider le podcast, s'il vous plaît, partagez la page Facebook, invitez vos amis à l'aimer. S'il y a des épisodes que vous aimez plus qu'un autre, partagez-les à vos amis aussi. Plus on va avoir d'écoute, plus on va avoir de monde qui nous suivent, plus ça va être facile pour nous d'aller chercher des personnalités du monde du milieu artistique un peu plus connu. Donc, si vous pouvez faire ça pour moi, ça nous aiderait beaucoup, autant à vous que moi. Et cette semaine, encore une fois, je tiens à remercier Martin Levac, Janice Bédard et le studio Bapaume pour me permettre d'enregistrer dans leur studio. Les conseils techniques de Martin au niveau de mes enregistrements, comment travailler mon son, Janice qui m'aide avec comment gérer les médias sociaux. Donc, merci beaucoup pour votre aide et votre support, Martin et Janice. Et surprise, surprise, cette semaine, on a reçu justement Martin Levac. Martin, plus connu pour sa personnification de Phil Collins, mais c'est pas juste ça, Martin. Martin, c'est un professeur de musique, c'est un auteur, compositeur, interprète. Il a joué dans The Musical Box. Martin, cette semaine, il est venu vraiment nous parler de son cheminement en tant qu'artiste. Donc, on parle vraiment de lorsqu'il était TQ, qui a eu son premier drum, la révélation qu'il a eu à ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, qui est rendu d'être capable de vivre de son art. Donc, c'était un très beau podcast. Je remercie beaucoup Martin de m'avoir donné ce temps-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et à la semaine prochaine. Au revoir! Là, j'ai suivi, là. Tu vois, regarde, mes waves sont plus grosses, là. Yeah! C'est cool. 1, 2. FM. j'ai fait des tests hier. Quand tu ris, tu tombes dans le rouge, mais ça, c'est pas grave. Mais non, c'est... Ben, ça va limiter, tout simplement. Oui. Yeah. Alright, ben, es-tu prêt à commencer? Moi, je suis toujours prêt, comme un scout. OK. Ben, Martin, bienvenue à Tire-toi une bûche. Yeah, je suis content. Martin Levac, auteur, compositeur, carrossier, jardinier. Voilà. Tu fais un petit peu de tout. Tout pis n'importe quoi. Ouais, ben là, tu te concentres plus sur la musique. Ouais. Ma source de revenus principale, mettons, depuis 2013, c'est la musique. OK. Ouais. Puis le chemin que tu as fait pour te rendre là. Et boy, par où est-ce qu'on commence? Ouais. Ben, si on commence un résumé, mettons, je sais pas si tu veux savoir ma vie aujourd'hui. Ben, ta vie aujourd'hui ou un peu... je sais, j'essaie de voir là, comment un peu ton cheminement, là, en tant qu'artiste. Là. Oh, oui. Ben, tu sais, comme tout le monde, j'ai commencé dans le sol chez mes parents à l'âge de 7 ans. J'ai eu mon premier drum, puis je fais ça là-dessus parce que je trouvais ça le fun. Tu sais, c'était un jeu, puis je m'amusais avec ça. À 13-14 ans, ça devenait plus un exutoire vraiment pour comme passer à travers d'une crise d'adolescence. Puis fait que là, je jouais du drum tout le temps. En fait, j'allais à l'école secondaire qui était à 15 minutes à pied de chez nous. Mais si je le courais, ça prenait à peu près 5 minutes. 4 minutes et demie des fois, si je courais vite. Fait que je courais jusque chez nous à l'heure du dîner, il n'y avait personne à la maison. Parce que quand t'es un drummer, tu déranges tout le monde tout le temps. Ah oui. Fait que je courais de l'école secondaire jusque chez nous, je descendais dans le sous-sol, je jouais en mangeant un sandwich en jouant à du drum, là, tu sais, genre, tu sais, là, je jouais pendant 50 minutes, puis après ça, je repartais de la maison en courant vers l'école pour arriver à mon cours d'après-midi. Tellement que j'avais besoin. Puis
c'est ça, tu sais. Puis quand mes parents étaient là, ben c'était tout un peu pas trop dérangé, tu sais, puis pas trop ambitionné, là. Oui, je sais que ça voyage bien dans une maison. Hein. Ouais, tu sais, ouais, t'as un drum chez vous, effectivement. Ouais. Puis Will a commencé pas mal à la même âge aussi, là, ton fils. Ouais, t'as commencé à y enseigner, il fait quoi, 3 ans, là? Ouais, 7-8 ans qu'il avait, je pense. Il y avait 8 ans quand il a commencé. Yeah. Fait que c'est ça, puis le cheminement après ça, ben, tu sais, je découvre la musique, je me fais un petit band au secondaire. En fait, j'étais dans l'harmonie, les cours de musique là au secondaire avec l'harmonie. J'ai commencé à jouer du trombone la première session, mais tout de suite la deuxième session, là, c'était comme OK, je veux être au drum, tu sais. Fait que là, j'ai été au drum pas mal tout mon secondaire. Puis je me suis formé un petit groupe qui s'appelait Chester Phil parce que Chester Thompson et Phil Collins sont arrivés dans ma vie assez de bonne heure, mettons, en 85-6. J'avais 14-15 ans, secondaire 3, mettons. Puis, tout de suite au concert de fin d'année, en secondaire 3, là, on s'est monté un petit numéro de Genesis et Phil Collins, puis je jouais à Phil Collins. OK, déjà. Oh yeah, puis là, j'étais dedans, là, au fond, là, je me prenais pour lui, là, carrément, là. Puis là, les filles criaient « Martin! » Puis là, je tripais, puis c'était « Wow, OK, je veux faire ça dans la vie. » Après ça, ben, il y a eu, ça, c'était la lune de miel, mettons, là. Mais après ça, je veux dire, Phil Collins, je me suis toujours intéressé à Genesis et Phil Collins, mais aussi à un paquet d'autres musiques, tu sais. J'écoute de tout, là, tu sais. Puis chez nous, il y avait du québécois qui jouait tout le temps. Il y avait la musique française aussi, la chanson française. Ma mère, c'est une fan là, de Serge Lama, puis de un paquet de chanteurs français, Aznavour, ça virait à côté chez nous, Edith Piaf, tout ça. T'sais. Puis mon père, c'est un fan de Plume la Traverse, d'Offenbach, de Paul Piché, Harmonium, tout ça, ça roulait beaucoup chez nous. Même Pink Floyd The Wall roulait chez nous. Mon père tripait là-dessus aussi en 79 quand c'est sorti. Fait que j'ai été comme imbibé dans toute cette musique-là. Puis j'ai voulu m'inscrire au cégep en musique. Et là, j'ai été refusé une première fois. J'ai réessayé l'année d'après, puis j'ai été refusé une deuxième fois. Fait que là, je me suis inscrit en carrosserie automobile dans un DEP parce que je tripe ces chars aussi. Oui. Fait que bon, je me suis dit, ben la deuxième passion, c'est quoi? C'est les chars. Fait que là, je me suis dirigé en carrosserie automobile. Puis j'étais pas malheureux là-dedans. Là. Je faisais mes affaires. Puis dans le fond, je chantais dans ce temps-là 3 soirs par semaine dans les bars. Là, t'as jamais arrêté? Non, j'ai jamais arrêté. Ben non. C'est pas parce que la musique, elle voulait pas de moi que moi, je voulais pas de la musique, là. Enfin, en tout cas, l'école de musique voulait pas de moi. Mais c'est ça. Fait que tu sais, il y a été un temps, là, mettons, entre 21 et 23 ans, 24 ans, je travaillais 40 heures au garage à peinturer des chars. Puis je chantais 3 soirs par semaine, jeudi, vendredi, samedi. Jusqu'à 3 heures du matin. Mais tu sais, on est capable à cet âge-là. Oh oui, 2-3 heures de sommeil, puis on est reparti. Hein? Et voilà, that's it. Fait que ça a duré ce temps-là. Puis là, c'était n'importe quoi. Là, je chantais Bryan Adams. Le Top 40, là, tout ce qui se faisait à l'époque, c'était un band de Top 40. Là. On jouait dans des dance clubs, là, tu sais. Fait que le DJ, puis à un moment donné, le DJ arrête, c'est le band, puis là, le DJ reprend, puis là, on faisait 3 sets. Puis c'est ça, le dernier set finissait à 3h moins quelques du matin, là. Juste avant le dernier call. Genre, juste avant le last call. Yes. Fait que j'ai fait ça pendant une couple d'années. Après ça, j'ai voulu, je me suis dit que ça avait pas d'avenir vraiment, être un chanteur de cover. Tu sais, fait que je me suis dit, ben, je vais écrire des tunes, je vais m'essayer à écrire des tunes. Puis j'ai commencé à co-écrire avec des musiciens avec qui j'avais travaillé. J'écrivais surtout des textes dans ce temps-là au début, puis mes chums écrivaient de la musique, là. Mon chum Bruno, mon chum Roger m'arrivait avec des tunes, des accords, des suites d'accords, puis moi, ben, j'écrivais des textes là-dessus. Puis je me suis inscrit au Festival de la chanson de Granby. Fait que là, puis j'ai été finaliste 2 fois, auteur, compositeur, interprète, en 96 puis en 98. Fait que moi, je m'enlignais là-dessus. Honnêtement, rendu là, c'était comme, wow, OK, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Moi, je veux être un auteur, compositeur, interprète, puis je veux avoir une carrière, puis comme tout le monde, comme
comme Paul Piché, puis comme Richard Seguin. Exactement, tu sais. Fait que moi, je m'enlignais vers ça, puis je travaillais pour ça, tu sais. J'écrivais, puis j'ai appris à jouer du piano, j'ai appris à m'accompagner au piano. Là, j'ai commencé à composer au piano. Fait que ça s'enlignait bien. Jusqu'en 2000, j'ai sorti mon premier album en 2000 qui s'appelle L'amour ou le sexe. Fait que ça, j'y croyais beaucoup, tu sais, ou pas tant que ça, peut-être, dans le fond. J'ai toujours été dans le sens que je croyais que j'avais d'affaires là, mais je doutais tout le temps de... Tu sais, on doute tout le temps. Quand tu crées quelque chose, t'es jamais dans la certitude, tu sais. Ouais. Fait que je me disais, ben, ça passe ou ça casse, ou, tu sais, je savais pas trop, dans le fond. Puis, entre-temps, ben, le monde qui m'avait entendu déjà chanter du Phil Collins me demandait ça tout le temps. C'est genre, y a du monde qui m'appelait Phil, qui m'appelait pas Martin, parce qu'il m'avait déjà entendu jouer du Genesis, puis qu'il savait que j'étais capable de l'imiter, puis que je jouais du drum comme lui, puis etc. Fait que ça, c'était tout le temps là, en arrière de ma tête aussi, là. C'était-tu fatigant? Ou oui. Mais fatigant à t'entendre ou fatigant lâchez-moi avec ça? Ah là, man. Dans ces années-là, là, 97, 18, 19, 2000, là, c'était comme lâchez-moi avec ça. Parce que même les juges à Granby m'avaient dit ouais, mais là, tu sonnes un peu comme Phil Collins. Hey, là, j'étais mon tabarnak, je chante en français, Chris, puis je sacrais dans mes tunes. Mais non, je sonnais trop comme Phil Collins. Hey, là, j'étais découragé, en fait. Là, je l'haïssais, Phil Collins. OK. Je voulais pas être Phil Collins. Pour moi, faire une carrière de personnificateur, là, asti que c'était loser. Tu sais, pour le gars de 20 quelques années qui s'enligne pour une carrière d'auteur-compositeur, là. Oui, tu te vois ailleurs. Je mettais la barre haute, tu sais. Ouais. Ah non, c'était loser, là. Chanteur de cover. De groupe hommage. Oh my God. Puis dans ce temps-là, les groupes hommages, ça jouait au medley. Puis les billets étaient gratis. Tu sais, ils passaient des billets dans les bureaux au centre-ville. Puis t'allais là, puis tu buvais de la bière, puis tu écoutais pas le band, là. Tu sais, c'était low life, là. Comme avenir de chanter des covers. Jusqu'à ce que, en 2002, je reçois un coup de téléphone d'un groupe hommage à Genesis qui était The Musical Box, dans le fond. Puis eux autres, ils faisaient déjà... C'était déjà pas un groupe hommage. Tu sais, c'était comme ils étaient d'une classe à part parce qu'ils reconstituaient le spectacle de Genesis au complet comme c'était en 73-14, là, tu sais. Eux autres, ils faisaient revivre une expérience. Voilà, c'est ça. Ils reconstituaient chaque détail du spectacle. Fait que c'était comme une pièce de théâtre, dans le fond. Puis... là, j'ai embarqué avec eux autres pour 5 ans, à partir de là. Ouais. J'ai pris 5 ans de congé à l'école en carrosserie automobile. Ouais. Sabbatique de 5 ans. Ouais, c'est ça. J'avais commencé à enseigner la carrosserie en 94. Ouais. Yeah. Ça t'a permis de te promener dans le monde? Ouais, en effet. Pendant cette période-là, j'ai rencontré Phil Collins. Il est venu jouer sur mon drum à Genève en 2005. On s'est promené un peu partout. J'ai joué au Royal Albert. J'ai joué à l'Olympia de Paris. J'ai joué au Brésil, au Chili. J'ai joué partout, pas mal. Ben, pas partout, là. Je suis pas allé en Australie, mais pas allé au Japon non plus. Mais en Europe, souvent. Tu sais. Puis des tournées européennes, des tournées américaines aussi, ici, pas loin. On a fait... puis à Côte-Ouest aussi, j'ai joué en Californie. J'ai joué... La côte Est ici beaucoup, là, Boston, New York, Philadelphie. Fait qu'on avait notre petite run de lait, là, puis je pense qu'ils font encore la même run de lait d'ailleurs, Musical Box aujourd'hui, là. C'est encore toujours le même circuit, puis ils ont des fans, évidemment, hardcore fans, qui trippent, moi j'appelle ça la messe progressive, là, tu sais, ils viennent communier, là. Ils viennent chercher le Saint-Esprit dans la Genèse. Oui. Puis toi, je veux dire, c'est une opportunité incroyable, là. J'imagine autant comme musicien, mais aussi de voyager, de voir tous ces pays-là, tout ce monde-là. Ouais, j'avais été chanceux parce que j'ai skippé un bout parce que entre le refus au cégep en musique puis la carrosserie automobile, l'école en carrosserie,
j'ai fait une session au Cégep du Vieux-Montréal, puis on a participé à Cégep en spectacle, puis on avait gagné une bourse de l'OFQJ pour aller faire de la musique en Europe, tu sais. Puis là, j'avais été faire une première tournée en France, imagine. J'avais 19 ans, puis j'étais chanteur d'un cover band. fait que déjà, c'était chanceux, là, à l'âge que j'avais d'aller... 19 ans, oui. Ouais. Fait que après ça, ben, ça a été comme une continuité de ça, tu sais, ça a été wow... l'opportunité de voyager, puis tu te réveilles dans un tour bus le matin, puis t'es où, tu rouvres ton rideau, puis t'es à Bruxelles, Christy, mes patins en roulette, puis je m'en vais visiter Bruxelles. J'ai un soundcheck à 3 heures. Fait que j'en ai visité pas mal des villes à patins en roulette comme ça. Ah, puis en plus, vous aviez les techniciens qui faisaient tout. Toi, ouais. Toi, tu faisais ta journée, fais juste soit du retour pour le soundcheck. Ouais, ma job, c'était drummer. Voilà. 19 ans, c'est pas pareil. Ben en fait, ça, c'était rendu avec Musical Box. Là. Ah, OK. Ouais, là, j'avais 30 ans. Là. OK, ouais. Mais quand j'avais 19 ans, c'était une petite tournée. Là, ça a duré, je pense, 2 semaines, une affaire de même. Là. Ouais. On a fait comme 5-6 shows en 2 semaines. Un peu partout. Là, des festivals, c'était l'été, puis c'est ça. Oui. Mais Eve, ma conjointe, a été aussi en France avec l'OFQJ aussi. Ah oui? Oui, en ébénisterie. Oh my God, OK. Ben, c'est vrai qu'il y a des bourses en toutes sortes d'affaires, là. Oui. Oui. Yeah. Fait que c'est ça. Puis après Musical Box, ben... il y a eu un après Musical Box. En fait, il y a eu un pendant Musical Box très intéressant de voyage puis de concerts un peu partout, puis de belles rencontres, puis toute la patente, mais il y avait quand même un malaise constant dans le temps que j'étais dans Musical Box. J'ai jamais blendé, mettons, avec les gars avec qui je travaillais tant que ça, tu sais. Okay, les gars pour qui je travaillais, dans le fond. C'était des collègues plus que... Ben, c'était mes patrons, dans le fond. Je travaillais avec mes patrons sur le stage, le chanteur puis le bassiste, qui était... partner dans la business, dans le fond. Moi, j'étais employé, puis j'étais payé par show, puis j'avais pas un mot à dire sur rien, puis à un moment donné, ça a commencé à me peser lourd, tu sais. Mais en tant qu'artiste, des fois, j'imagine, tu veux pouvoir donner ton avis, donner ton... Calvin. Des fois, je cherche mes mots, c'est pas drôle. Tu veux donner ta couleur un peu... On input, ouais. Oui. Ben oui. Mais tu vois... on récitait du Genesis. On jouait pas du Genesis. En fait, la majorité dans le band, là, c'était... On repique le disque, puis on joue exactement ce qu'il y a sur le disque, puis on essaye de pas mettre d'émotion, tu sais. Moi, ça me décourageait bien raide, tu sais. Moi, des fois, live, j'étais comme, wow, tu sais. De toute façon, Phil Collins, mettons. Phil Collins, le drummer, lui, il a joué les tunes comme il les a jouées sur l'album une fois. Il a joué ça en studio ce jour-là parce que c'est ça qu'il filait, tu sais. Puis après ça, il y avait des versions live, là. Il jouait plus pantoute la même affaire. Il s'amusait, il explorait, il allait, tu sais. C'est comme un jazzman, Phil Collins, là. C'est un gars qui adore l'improvisation, puis toute la kit. Puis, fait moi, c'est ça que je voulais comme approche, dans le fond, tu sais. Je voulais personnifier le gars, mais le gars qui s'amuse avec les tunes, qui fait évoluer la musique, puis qui, tu sais. Mais non, ça, c'était pas le mandat de Musical Box. C'était... Eux autres, ils vendent un produit formaté. Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, puis le public, c'est ça qu'ils cherchent. Effectivement. C'est ça qu'ils s'attendent. Oui, je me suis mis à jouer au Spectrum, là. C'était le fun de jouer au Spectrum, mais c'était aussi stressant parce que, tu sais, t'as une gang de gars de prog qui ont les bras croisés, qui sont devant toi, puis ils te regardent jouer ça pendant 2 heures, puis après ça, ils viennent te voir, là, après le show, puis au lieu de te féliciter puis de te dire bravo, ils te disent hey man, tu sais, telle passe dans Suppers là, à la fin, là, la passe de Tom, là, ben c'était pas ça, hein. C'était pas fait comme ça disque. Là, tu fais comme man, je viens de jouer 2 heures de musique, puis c'est tout ce que t'as à me dire. Tu trouves 2 secondes qui te fatigue, là. My God! Fait que c'était un public assez difficile, mettons. Ouais, et t'attends que ça finisse. Il y a eu toutes sortes d'histoires là, que je sais pas si j'ai envie d'en parler. Là. Il y a des histoires personnelles, des histoires de conflits, des histoires de marde. La grosse marde. Dans le fond, la marde était prise dans fan solidement quand j'ai quitté. OK. Ouais. Puis je regrette pas d'avoir quitté parce que je m'empoisonnais, mais j'empoisonnais la gang aussi. Fait que tu sais, j'étais plus un bon élément pour personne, là. Il était temps que je parte. OK. Ouais. Tu te faisais du mal, puis ça... Puis je faisais du mal autour aussi, là. Ouais. Moi, j'étais souffrant, fait que je voulais en ramasser une coupe au passage.
Fait que après Genesis, là, tu retrouves ton monde, tu retrouves le monde normal, mettons? Oui, là, je retourne à l'école, en fait. Là, je suis rentré enseigner en carrosserie automobile. Puis là, j'étais avec Janice, puis j'ai acheté un duplex. Puis pour moi, à partir de ce moment-là, c'est sûr que là, j'en ai skippé un bon bout aussi, là, parce que mettons, après Granby, il y a eu plusieurs autres expériences de band aussi avant Musical Box, qui étaient des groupes de corpos. Je jouais, mettons, tous les fins de semaine habillé en B-flat avec une boucle, des bossa nova puis des swings puis toutes sortes d'affaires pour faire danser le monde. Là. Ouais. Fait que j'étais dans des orchestres comme ça pendant un bout. Fait que quand j'ai débarqué de Musical Box, je me disais, je vais peut-être embarquer là-dedans puis faire ça les fins de semaine puis travailler à l'école la semaine. Puis that's about it. Puis peut-être un petit projet une fois de temps en temps. Puis sans plus, tu sais. J'étais assez... je pense que j'étais assez découragé de l'industrie de la musique en général. Tu sais, mettons que ma carrière d'auteur-compositeur avait pas marché. Puis l'expérience avec The Musical Box, ça avait pas été le fun. Fait que je me disais, j'aime autant une vie normale, justement, tu sais. Sauf que là, on s'est mis à faire des projets. Fait que là, finalement, ça n'a pas été long qu'on s'est reviré de bord, puis j'ai dit, ça serait peut-être le fun de stager tel show de Genesis, puis fait que là, j'ai comme rappelé des vieux chums avec qui j'avais déjà fait de la musique, puis on a reparti un hommage à Genesis qui s'appelait Turn It On Again. Puis Turn On Again, on faisait la période Collins de Genesis et non pas la période Gabriel. Fait que, parce que Musical Box, c'était juste la période Gabriel. Okay. Même la période Collins était boudée dans Musical Box. C'était considéré comme de la bouillie pour les chats. Fait que en sortant de là, j'ai dit okay, je vais me faire un beau cadeau. On va restager à la manière de Musical Box, on va restager un show. Fait qu'on a pris le show du Parc Jarry en 82 que Genesis est venu faire au Parc Jarry. Ouais. Live. C'était la tournée Three Size Live, là, l'enregistrement de l'album Three Size Live. Puis, fait qu'on a restagé ce show-là avec toutes les cues de Moving Light, toute la patente. Puis on l'a produit une couple de fois. C'était le fun, c'était cool. Sauf que là, la marde a repris d'enfant aussi. Parce que les chums avec qui j'avais renoué, eux autres, ils avaient trouvé un producteur pour la patente. Puis le producteur, il divisait pour mieux régner, mettons. Fait qu'il payait, il payait personne, puis il disait à tout le monde, hey, toi, t'es le seul que j'ai pas payé, j'ai payé tout le monde, là, mais je te paye la semaine prochaine, puis il disait pas à personne, tu sais, c'est en toi puis moi, puis c'était ça avec tout le monde. Fait que ça, puis je t'épargne toutes les autres bullshit, là, c'était vraiment, le gars, c'était un mégalomane qui se contait des histoires, puis il croyait, puis il pouvait te toffer 4 heures au téléphone à te compter des menteries par-dessus menteries, puis à un moment donné, en tout cas, on s'est aperçu que ce gars-là, finalement, il était sur l'aide sociale, il n'y avait pas une crise de scène. Là, nous autres, on avait accumulé des dettes de locaux de répétition, de motels, de carnet ATA pour aller jouer aux États-Unis, en tout cas, toutes sortes de styles d'affaires. Fait que là, j'ai fait, OK, c'est beau, là, on le flush, lui. OK. Puis là, il y a un de mes chums dans le band qui a fait non, on peut pas le flusher. Là, je vais m'organiser avec, puis tu vas voir. Puis là, j'étais comme non, on le flush. Puis Janice était comme, tu sais quoi? Moi, je vais ramasser ça, la job de producteur. Fuck off, lui. On est capable de réserver des chambres d'hôtel, on est capable de booker des studios de répète, on est capable de booker des shows. Fait que là, ça a divisé le band. Cassé complètement. Il y a un gars qui m'a suivi. Puis qui nous a suivis, en fait, moi puis Janice, puis c'est François Larouche, qui était dans Turn On Again, puis qui a dit, la journée où on a comme déchiré le contrat, là, Turn On Again, puis que c'était fini, moi, je voulais plus faire de musique, en fait. Moi j'étais tanné, là, j'étais vraiment dégoûté, écoute. Deux expériences de fil. Deux expériences de marde, de fil. J'étais à bout, là, je voulais juste aller me cacher dans ma classe en carrosserie puis faire de musique de ma vie. Là, c'était terminé. Mais ma blonde avait commencé à produire justement, puis elle avait mis des holds sur des salles. Elle avait réservé, mettons, le Capitole à Québec. C'était 10 000 la location. Elle avait mis ça sur sa carte de crédit, etc. T'sais. Fait qu'on avait comme pas le choix d'honorer ces shows-là. T'sais. François Larouche, il dit puis on peut repartir ça sur un autre nom, puis faire le même show. Je trouvais d'autres musiciens, puis changer le nom.
Changer de nom sur le poster. Puis au début, quand il a dit ça, j'étais comme pas convaincu, mais quand ma femme elle m'a dit ben garde, si tu peux arrêter, tes sacs verts vont sur le balcon demain matin. Donc je me suis relevé pendant la nuit pour réfléchir un peu. Puis je trouvais que l'idée de changer de nom était soudainement très intéressante. La nuit porte conseil. Ouais, puis la mère des musiciens étant pas morte, on a trouvé d'autres musiciens, même des meilleurs musiciens que les musiciens qui étaient là avant. Donc, on est allé chercher Mathieu Groux au drum, puis 2 autres gars, puis on a refait le show. Puis ça s'appelait Dance on a Volcano. Puis le Dance on a Volcano, on a roulé comme ça pendant 2 ans. Daryl Stuermer est venu voir le show de Dance on a Volcano. Au Théâtre Outremont, à Montréal. Je vais au-delà d'un néophyte, là, c'est qui? Daryl Stuermer, c'est le guitariste de Phil Collins et de Genesis depuis 1978. OK. Voilà. Steve Hackett était dans Genesis jusqu'en 77. Oui. Il a quitté après. Puis après ça, ils sont tombés 3 sur les albums. Rutherford, Banks, Collins, and then there were 3. Puis live, il y avait Chester Thompson au drum, puis il y avait Daryl Stuermer à la guitare. Okay. Puis Daryl Stuermer a joué sur tous les albums solos de Phil Collins. Fait que tous les solos de guitare dans les tunes à Phil Collins, c'est Daryl Stuermer. Fait que lui, ben, il était au Québec, il faisait une tournée de promotion pour les guitares Godin, parce qu'il est commandité par Godin. OK. Puis j'étais allé le voir à sa clinique à Varennes. C'est comme la première fois que j'ai rencontré Phil Collins, je me disais, je l'ai rencontré à Verdun la première fois, c'est comme... Tu penses pas à ça quand t'es jeune, tu te dis je vais le rencontrer à Paris, à Londres, à New York, pas tout, Verdun. Puis Daryl Stuermer, Varennes. Puis le lendemain, j'avais un show à l'Outremont, puis il est venu. Puis il a capoté. Fait que ça c'était cool. Il m'avait déjà vu avec Musical Box dans le temps à Milwaukee, parce qu'il habite à Milwaukee. Puis là, il m'a proposé de venir chanter dans son band. Pour vrai? Ouais. Fait que je suis allé. Pendant 2 ans, j'ai chanté dans le Genesis Rewired Band de Daryl Stuermer. Wow. C'était cool. Yeah. C'était cool. Ça n'a pas duré parce que c'est loin puis que ça coûte cher. Puis, tu sais, à un moment donné, me flyer à chaque show dans le Midwest. Toutes ces gigs étaient autour de Milwaukee, Chicago, dans ce coin-là. Fait qu'à un moment donné, ça coûtait cher. Ouais. Fait qu'on a arrêté ça, mais c'était cool. C'était une belle expérience. Puis finalement, Dance on a Volcano, ben, ça coûtait cher à rouler, ça aussi, parce qu'on louait des moving lights à tous les shows pour reproduire toujours les mêmes tableaux de Genesis de 82, tu sais. Puis on trouvait que ça coûtait pas mal cher. C'était pas très rentable, mettons. Puis on a eu l'idée comme ça de partir un hommage à Phil Collins solo, juste pour le fun, pour peut-être rentabiliser, pour pouvoir continuer à faire l'hommage à Genesis, dans le fond. Puis on est arrivé avec cette idée-là. On était dans un chalet en plein hiver, vacances 2008, 2009. Noël 2008-2009, je pense. Puis moi puis Janice, on a eu cette idée-là de partir Dance into the Light, dans le fond. OK, fait que c'est là qu'est né Dance into the Light. Ouais, puis c'était supposé être juste un projet pour renflouer les coffres pour que le même projet qui était Dance on a Volcano continue d'exister. Puis finalement, on a refait juste 1 an de Dance on a Volcano, puis on a complètement shifté à Dance into the Light parce que les billets se vendaient comme ça. Le show coûtait moins cher à produire. Puis on est parti comme ça, puis là, ça fait 10 ans. Voici le cheminement. Ça, c'était la première question. Denis, je te laisse parler, je prends une gorgée. Ah non, mais c'est intéressant. Que tu sois rendu là, puis là, fait 10 ans que tu roules Dance into the Light, sa dernière année. Ouais. Puis, mais t'as continué à faire des albums oui. Aux côtés. Parce que là, aujourd'hui puis hier, j'ai toujours de le couper en 2 parce qu'il y a trop de monde qui m'appelle quand je suis en char, mais j'ai réécouté ton dernier album, 6, ça fait 1 an que tu l'as sorti aussi. Ouais, je pense que près, oui. 2017. Avril 2017. Non, on est en 2019, là, ça fait 1 an. Ça fait 2 ans. T'es sûr? Ouais, je pense que oui. Faut qu'on demande ça me semble que c'est ça, en tout cas. Mais okay. Moi, je suis pas bon avec les dates. Mais ouais, ça fait pas trop longtemps qu'il est sorti, lui. C'est ça. Puis, en tout cas, moi, personnellement, tu sais, j'aime la chanson québécoise, ça, puis, tu sais, j'apprécie beaucoup. Tu sais, je suis pas
suis pas un gros fan de Phil Collins. Moi, de mon côté, j'apprécie plus ton travail d'auteur comme ça que, tu sais, j'ai vu tes shows. Ben, j'ai vu Dance into the Light. C'est un bon show, ça dure combien de temps? 2h15. Ça dure 2h15, mais t'as l'impression que ça dure 1 heure, là. Pour de vrai, ça passe extrêmement vite. Mais c'est ça, mais ce côté-là, moi, ton côté auteur-compositeur, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cet album-là. Puis, je t'ai demandé aussi, t'as-tu choisi la chanson que tu voulais partager avec nous autres? À la fin, ben oui. C'est Où est Charlie? Ben oui, si on prend une chanson sur 6, ma préférée, c'est Où est Charlie? OK. Ouais. Fait que, à la fin du podcast, écoutez, après qu'on ait fini de parler, je vais mettre la chanson. Passer à la toune. On va passer la chanson Où est Charlie de l'album 6 de Martin. Yeah. Fait que là, toutes ces années d'aventure-là, parce qu'on... C'est un résumé, dans le fond. C'est un résumé, mais Tire-toi une bûche, tu sais que c'est un prétexte pour écouter des histoires, des anecdotes. Ben oui. J'imagine qu'il t'est arrivé une couple de histoires. Oui, mais ça. C'est sûr qu'il y en est arrivé une couple. Le truc, c'est plus choisir laquelle ou tu te rappelles de laquelle. Ouais, mettons, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, Phil Collins qui vient jouer sur mon drum, on peut pas passer ça sous silence, tu sais. C'est quand même assez significatif, tu sais. C'était pendant une tournée Lamb Lies Down avec The Musical Box en 2005. Puis Phil Collins avait été invité au show à Genève. Il habitait là dans ce temps-là. Il était dans un break de tournée. Il est venu. Moi, je savais quelques jours d'avance qu'il était pour être là. Fait que je travaillais sur mon focus pour rester bien focusé. Pour pas perdre mes moyens devant lui. C'était quand même assez intimidant de jouer tout ce stock-là devant le gars qui a fait ça. Ouais. Hein? Fait qu'il est arrivé à 3h de l'après-midi avec un petit sac en cuir, style quand on allait au primaire. Là. puis, dans son petit sac en cuir, il y avait 2 paires de baguettes, puis il y avait une vieille pédale de bass drum Ludwig qui tenait avec du tape, du gaffer tape. Le gars, il peut nous acheter puis nous vendre à crédit, mais ça, c'était sa pédale de bass drum. C'était avec ça qu'il joue, lui. Fait que, donne-y pas un autre, c'est celle-là. C'est la sienne. Oui. Fait qu'il arrive avec ça, puis là, il me demande de l'installer sur mon kit. Fait que là, j'y installe ça sur mon kit, puis bon. Là, il commence à pratiquer. Il faut dire que, tu sais, une des affaires, c'était la rigidité de Musical Box. Je t'en parlais tantôt. C'était tellement rigide. On faisait de Lamb Lies Down on Broadway, puis en rappel de Lamb Lies Down, on faisait la tune The Musical Box, qui est une tune de Nursery Crime, un album de 1971. En fait, le premier album sur lequel Phil Collins a joué dans Genesis. Oui. Peter Gabriel est encore là, puis je pense qu'il chante une fois sur cet album-là. Oui, Collins en chante une petite sur cet album-là, mais drummait toutes les tunes, dont The Musical Box, qui est une tune de prog de 10 minutes avec 800 changements de tempo. Là, Puis là, 30 ans plus tard, lui, il a proposé, je pourrais jouer le rappel, je pourrais jouer la tune I Know What I Like, tu sais. Si ça avait été mon band, j'aurais dit, ben oui, sure, on va jouer. Tu veux jouer cette tune-là? Ben, certain qu'on va jouer cette tune-là. Tout ce que tu veux. Mais ma gang de sans-dessin, qui eux autres étaient by the book, plus catholiques que le pape, ils ont dit, non, ben on peut pas jouer ça parce que dans le temps, vous aviez pas fait ça. Chris, t'as Phil Collins qui vient jouer du drum sur ton stage. Là. Tu peux-tu lui laisser jouer la tune qu'il veut jouer? Peu de flexibilité. Non, pas en tout. Zéro flexibilité. Fait que là, ils ont dit, non, ben, la tune que tu faisais, ben, c'était The Musical Box. Puis il a fait, OK, je vais checker ça. Fait qu'il arrive, puis là, il me compte qu'il a checké ça dans son char, dans le fond. En taponnant sur son steering, en descendant de chez eux, il restait à 20 minutes de la salle. Puis là, il est arrivé à mon drum, puis déjà, le kit qu'il y avait en 74, c'est pas le kit de 2005, là. Fait que son setup a complètement changé. Il était un peu perdu, mais il a sa pédale de bass drum. Bon. Fait que ça, c'est l'élément rassurant. Mais il commence à répéter, puis il a la broue dans le toupette qu'il n'a pas, mais il sue à grosses gouttes. Il travaille fort parce que elle est tough, la toune. C'est de quoi qu'il n'a jamais joué depuis... Ça fait 30 ans qu'il n'a pas joué cette toune-là. Puis c'est une toune à chops, puis il joue plus de drum.
en fait, il joue sur ses albums. Live, il en joue plus. Il fait juste chanter. Il joue 3-4 tonnes, mais c'est des backbeats, tu sais, des affaires beaucoup plus simples. Mais là, on lui demande de redevenir le Phil Collins d'il y a 30 ans avec un vocabulaire hyper compliqué à jouer. Anyway. Fait que moi, je trouve qu'on le fait souffrir pour rien, là. Mais en tout cas, c'est pas moi qui décide. Puis à un moment donné, ben moi, je suis assis dans la salle, je le regarde souffrir. Lui, il est en arrière de mon drum, puis il répète, puis il répète, puis il répète. Puis il m'appelle. À un moment donné, il me fait signe. Puis, Martin, come here. Fait que je me lève de ma chaise, puis je monte sur le stage, puis j'arrive à côté de lui, puis je dis... Peux-tu t'aider? Je peux-tu faire de quoi? Tu veux que j'ajuste après le drum ou quoi que ce soit? Donc, il dit, you know, in that particular part of the song, is it or is it whatever, tu sais, fait qu'on se parle en drummer de même, puis j'y réponds, ben non, c'est fait que, c'est que ça reste de même. Là, il dit, ah, ben, parfait, c'est beau, je vais continuer s'il y a d'autres choses, je te demanderai. Fait que je me rassois, tu sais, puis je le regarde continuer à suer à grosses gouttes sur mon drum. Puis là, ça a fait comme, ben, voyons donc. Là, j'étais le petit cul de Longueuil, qui a 13 ans, qui tripe sur Phil Collins, puis qui vient de réaliser, asti, il est en train de jouer une toune sur mon drum, puis je viens de dire comment la jouer, puis c'est sa propre toune. Ça avait plus de bon sens. Là, c'était surréel complètement. Ça avait pas de sens. Là, je me disais, ben écoute, je me pince là, parce que c'est en train de se passer pour vrai, ça. Pendant ce temps-là, t'as les autres membres du groupe qui sont là à le faire chier parce qu'ils veulent absolument qu'il... Pas le faire chier à peu près. Hey man, faut que je dise ça à quelqu'un. Tiens, je vais me libérer aujourd'hui. Le chanteur. Lui, il se pointait jamais au soundcheck parce que c'est un gars qui faisait attention à son hygiène de vie, tu sais. Chanter à tous les soirs, c'est tough. Je le sais, je suis chanteur. Fait que faut pas que tu niaises. Mais lui, il avait décidé qu'il skippait tous les soundchecks. Il faisait pas ça, les soundchecks. Il s'ajustait pendant les premières tunes pour pas abîmer sa voix puis juste se réchauffer pour le show, le soir venu. Sauf que là, Phil Collins est sur le stage, tu sais, je veux dire. Fait qu'il vient chanter à la tune, tu sais. C'est la moindre des choses qu'il y ait un chanteur pour guider le drummer que ça fait 30 ans qu'il n'a pas joué à la tune, tu sais. Puis à un moment donné, il y a comme un break, tu sais. Puis le chanteur, il s'adresse à Phil Collins puis il dit Phil, you know, usually I don't show up at soundcheck, but you know, you're here today, so I came. Quel honneur! Hey man, ça aussi, c'était complètement surréaliste. J'étais comme, man! Ferme ta gueule tant qu'à dire des niaiseries de même, tu sais, c'est comme ça n'a pas de bon sens. Puis cette journée-là, là, ça arrêtait pas, évidemment. Moi, je voulais pas le déranger. Tu sais, Phil Collins, c'est un gars hyper sollicité par son entourage tout le temps. Tu sais, c'est une méga star. Il a vendu 250 millions d'albums. Tout le monde l'achale pour avoir un autographe. Là, le monde me disait, hey, j'espère s'il a fait signer les pots de ton drum. J'étais comme, non. Pourquoi j'aurais fait signer les pots de mon drum? Il est déjà assez généreux, le gars, de venir, Chris, puis de jouer une toune qu'on y impose, puis c'est d'extraordinaire générosité, là. On s'entend. Viens pas le faire chier avec un autographe en plus, mais Christy, cette journée-là, tout le monde qui était dans le théâtre arrivait avec des piles de CD, mon vieux, des piles d'albums, des t-shirts, des albums souvenirs, des programmes de spectacle. Le staff? Hey, là, j'étais comme, non, mettons, l'équipe de Musical Box, oui, le staff du band, dans le fond, tu sais. Puis j'étais comme, ben voyons donc, ça, puis les aides tournées, mettons, tu sais, genre, tu sais, il y a un photographe qui suivait la tournée, bon, en tout cas. Mais tu sais, j'en revenais pas de tout, justement. T'sais, deux, tu sais, pour toi, mais là, quand c'est rendu pour faire du commerce après, là. Ben, Chris, à un moment donné, tu sais, c'est parce que t'as promis ça à tout le monde, à ton beau-frère, à ta belle-sœur, etc. Moi, j'ai rien fait signer. J'ai gardé la peau du snare qui a joué dessus. Elle est ici, en quelque part. Puis, j'ai le banc, j'ai encore le drum, je l'ai plus, mais j'ai le banc sur lequel Phil s'est assis. Il est ici, là, il est dans le studio, en quelque part. Il est là, t'en arrêtes de mon drum. OK. C'est le banc que t'as depuis... Ouais. Puis je me suis... Tu sais, j'ai juste des beaux souvenirs des conversations avec lui. Ça, c'est cool, tu sais.
Ça, c'était des moments privilégiés, dans le fond. Il y avait sa loge en face de la mienne, puis tu sais, il a fait taper la répétition d'après-midi sur un CD. Il a fait brûler un CD. Pardon, puis il m'a emprunté mon lecteur de disques puis mes écouteurs pour se réécouter. Puis là, ben, on jasait dans le cadre de porte. Encore là, jaser comme deux collègues de travail, tu sais. Moi, je m'attendais à perdre mes moyens devant Phil Collins, puis finalement, c'est un gars qui te met tellement à l'aise, tu sais. Il va se mettre à ton niveau, puis il va faire... Tu sais, il va te parler comme si t'étais son voisin, puis c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de... Il n'y a pas un gros égo. Non, il n'y a pas un égo surdimensionné. Il est généreux. C'est un gars super généreux. Fait que c'est ça. Ouais, je me souviens plus où je m'en allais avec ça, par contre. Mais c'est ça. Ça a été des beaux moments quand même. Mais c'est ça aussi, là, je m'en allais. C'est que le gars, c'est un comique aussi, là. C'est un gars qui aime ça faire des farces, là, puis niaiser un peu, puis fait qu'il nous a conté une couple d'affaires drôles là, pendant la journée, puis c'était comique. Justement, par rapport au banc, mon banc, il avait été comme réparé, mais un peu croche, puis je joue toujours avec des riggins de drum, tu sais, fait que... Puis il penchait un peu par en avant, tu sais. Puis j'étais comme, ben, en tout cas, tu sais, vire les pas de bord parce que là, tu vas comme pencher par en arrière ou sur le côté, tu sais. Puis il était comme, ah ouais, toi, t'as le banc qui penche par en avant. Il dit quoi? Il dit, c'est les fluides corporels qui s'écoulent par là, genre, c'est comme, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. C'était un gars simple avec un sens de l'humour. Il nous contait toutes sortes d'affaires aussi, des enregistrements de Genesis, toutes sortes d'histoires avec Tony Banks, avec un autre. Tel soir, on était rentré en studio, on avait joué sur le keyboard, puis Tony Banks était pas content parce que c'était lui qui faisait le keyboard, puis en tout cas, c'était vraiment cool. Ouais, ça, c'est des belles anecdotes à raconter, tu sais. Sa performance ce soir-là? C'était bien correct. Ben oui, lui, c'est sûr qu'il se faisait sa tête, là. Lui, il l'a regretté parce qu'il a dit j'étais pas en forme, puis j'étais... T'sais, même l'après-midi, il me disait j'avais des chops dans les années 70, ben, je sais. Mais c'est ça. Puis il a trouvé que j'ai nailé la job. T'sais. Ça, c'était hot aussi. D'avoir de l'approbation. Ben, tu sors de scène, il est là, il est habillé comme toi, puis il te saute dans les bras, puis il dit You're fucking amazing, man. You know. Fait que c'est comme wow. Quelle opportunité, tu sais. Martin Fontaine qui fait le même job que moi, Elvis. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Non. Moi, c'est arrivé. Je suis chanceux. Je suis crissement chanceux. Ouais. Mais aussi, Dance into the Light, le show est approuvé par Phil Collins. Ouais. Il l'a vu en vidéo? L'as-tu déjà vu live? Ou? J'ai donné un DVD. Je sais pas s'il l'a regardé au complet. Mais rendu là, on s'était déjà vu comme 3-4 fois. Puis, en fait, moi, ce que j'avais besoin, c'était pour le Capitole. On était au Capitole tout l'été en 2011. Puis, on faisait des grosses promotions, mettons, sur les autobus, des grosses publicités marquées Phil Collins, en gros, tu sais. Fait qu'on utilisait son nom, son visuel, la reproduction de la photo de l'album, le lettrage, toute la patente, tu sais. Fait qu'on, pour pas s'exposer à des poursuites ou à quoi que ce soit de la part du management ou des droits d'auteur ou de quoi que ce soit d'autre, on a demandé la permission d'utiliser tout le matériel promo. Fait que dans le fond, le package qu'ils ont eu, eux autres, c'est que Phil a eu. En fait, Phil, j'y ai donné en personne quand il est venu à Tout le monde en parle. Okay, oui. En 2010, là, le DVD, toute la patente du show puis tout ça. Mais j'avais déjà eu la lettre du bureau qui disait qu'il approuvait tous nos visuels, tout le pacing du show, les tunes, toute la patente. Ouais. Je l'ai gardé la lettre. Ah oui, c'est sûr. C'est précieux. Ouais, c'est une fierté, ça aussi. Tu sais, le management officiel du gars qui fait approve, tu sais. C'est le fun. Oui. Yeah. Mais... Là, tu fais ça, mais tu fais encore des shows de bar des fois. Hein? Oui, ça m'arrive. Il y a de quoi tu voulais pas me conter? Tu m'as gardé pour le podcast. Tu m'as dit... Le bistrot Le Rossignol, ça se peut-tu? Ouais, tu m'as dit que si Janice était là, il aurait arraché la tête à quelqu'un. Oh mon Dieu, oui, ça n'a pas de bon sens. Ben, tu sais, j'ai un trio jazz depuis 2013, 2011, je sais plus. En tout cas, tu sais, le répertoire de Genesis, vu que j'arrêtais de le faire avec Volcano... je me disais, ben ça me prend quand même un projet pour faire du Genesis parce que Dance into the Light, c'est la carrière solo de Phil Collins.
les pop songs, des affaires plus pop de Phil Collins. Puis je voulais pas avoir un band qui reproduit exactement du Genesis pareil. Il y a Musical Box pour ça. Fait que justement, je voulais me donner une liberté d'interprétation dans le Genesis. Fait qu'on a fait un album, c'est 2011, qui s'appelle A Visible Jazz Touch of Genesis. C'est des reprises de Genesis, des classiques, mais arrangés, jazzés. Puis les tempos sont changés, puis bon, on swing ça, puis bon. Fait que, puis depuis plusieurs années, je me produis avec un trio, avec ce matériel-là, le Genesis Swing. Puis des fois, ben un trio jazz comme ça, c'est le low budget. Tu sais, le monde, il voudrait Dance into the Light, mais Dance into the Light, tu sais, quand ils voient le prix, ils font oh boy. Puis il y a ça qui ont 80 places à vendre. Fait que bon. Puis là, bon, on lui propose un trio à bon marché, dans le fond. Puis il embarque là-dedans, mais on se ramasse dans toutes sortes de situations. Voilà une couple de semaines, j'étais à Sherbrooke. Une chance, le promoteur est venu me voir avant puis il m'a dit, là, ça se peut que ça parle. Tu sais, fais-toi-en pas avec ça. Si tu veux pas parler entre les tunes, parle pas entre les tunes, là, puis enfile les tunes. C'était un contrat de 90 minutes, ça a jasé tout le long. Il y a un gars, un de mes fans qui était là, qui a filmé un bout du show. Puis tout ce qu'on entend dans son vidéo, c'est le monde qui parle. On n'entend pas le band. On n'entend rien. On entend juste le monde autour qui jase. On voit toi, mais l'audio, c'est... Exact. L'audio, c'est le monde, en tout cas. Fait que anyway, il en arrive encore des situations comme ça, puis dont le bistrot Le Rossignol à Laval, que on m'avait bien vanté, puis c'était comme, ah non, c'est le fun, ils font des shows, là, puis ça marche, Marjo, elle va là, tu sais, Offenbach, whatever. Mais il va falloir que je l'enlève de mes commanditaires maintenant. Mais ce qu'il y a de pire, c'est que j'arrive là, puis tout le monde est super fin. La madame qui gère ça est fine. Elle est contente que je sois là. Puis je suis content d'être là. Puis le staff, tout le monde est gentil. Toute la kit, ça se passe super bien. Le soundcheck, le technicien qui est là, il est super fin. Puis ça va bien, tu sais. Fait qu'on monte nos affaires, toute la kit. Arrive le soir venu, le public est rentré. Puis je dois dire que c'est pas à ça que je m'attendais du tout. Habituellement, ceux qui viennent voir le trio dans un bistrot avec un souper spectacle, whatever, ben ils s'attendent à avoir le Martin Levac qui joue du Genesis swing, puis que ben il s'assoit puis il écoute, tu sais, bon. Mais là, c'est un genre de bar où c'est que le monde, j'imagine, il se ramasse là le vendredi soir, peu importe ce qui est au programme. Fait que c'est beaucoup des habitués, mettons, des piliers. Puis là, ça jase, puis ça jase, puis ça bouille, puis ça jase, puis ça bouille, puis ça jase, puis ça a pas beaucoup de classe, tu sais. En fait, ça n'en a pas pantoute. Puis c'est un genre de public où est-ce que il y a une Rolls Royce à la porte, mais le gars, il rentre dans ma loge, il pousse la porte, puis il dit « Hey, Martin, tabarnak! Esti, content que tu sois ici t'asseoir! Hey, toi! À soir, tu vas me chanter Take Me Home, tu vas me la chanter, là, tabarnak! » Puis là, je dis « Ben non, Take Me Home, c'est dans le show Dance into the Light. »« Ben voyons, Calis, m'a te payé, Calis! » Puis tu sais, hey man, la classe et l'élégance, tu sais, puis ça, là, c'est un personnage. Il y en a 48 des mêmes. Je capotais. Je te dis, Denis. C'est leur club. Oui, c'est le club de Elvis Gratton. Tu sais, je capotais. Je capotais bien raide. C'est rare que je me sauve après un show. Mais là, je me suis sauvé. Je me suis crissé un hoodie sur la tête. Puis j'ai sorti par la porte en arrière. Pas signé d'autographe. Pas en tout. C'était pas question que je sorte... Non, c'était vraiment un cauchemar. Puis ça a parlé tout le long. Puis la madame qui m'engageait, là, elle était super fine, tu sais, elle est venue nous voir pendant l'entracte. Puis ouais, on s'excuse, là, tu sais, ils parlent, puis on essaie de leur dire, puis nanana, mais gars, c'est ça. Il y a du monde. Ce qui est plate, c'est qu'il y a du monde qui avait payé pour être là, puis pour entendre mon show. Puis eux autres, c'était ça qu'ils voulaient voir. Puis ils ont pas eu... ils n'ont pas eu le résultat escompté du tout. Là, à un moment donné, justement, j'ai fermé ma gueule, j'ai arrêté de parler entre les tunes. On récitait les tunes, puis c'était comme, ça va-tu finir, calice? Oui. Mais si ma femme avait été là, elle aurait arraché des têtes. Je te jure, elle aurait arrêté le show dans le milieu, elle aurait dit, pas de trouble, je vous redonne votre chèque, on s'en va. C'est ça qu'elle aurait fait, dans le fond. Moi, je suis plus
tolérant, je suis plus patient, puis j'ai la mèche plus longue. Janice, elle aurait fait, savez-vous quoi? On annule le contrat. C'est tout. On s'en va. Bye. Moi, je suis pas rendu là. Ouais, il y en a des situations weird des fois. Yeah. All right. Je sais pas si tu avais autre chose à nous conter ou si tu vas en garder pour une prochaine fois. On peut s'en garder pour d'autres fois. J'ai l'intention que ça dure, tu sais. Ben oui. Fait que je veux pas épuiser mes mines d'histoire. Ben non, puis il y en a d'autres que je vais me rappeler. Ah non, c'est ça. C'est tough aussi de Ago. Ago, conte-moi une histoire. C'est ça. Ago, conte-moi tes meilleures anecdotes. Là. J'ai hésité. Ouais. Je devrais peut-être les noter. Ah non, c'est ça que je fais. Moi, je sais pas si elle va aimer ça que je dise ça, mais des fois, elle me dit parle-moi. Je suis là, je parle pas sur commande. C'est comme, ça me bloque, tu sais. Fait que, conte-moi tes meilleures anecdotes. Ben, avant qu'on s'en aille, t'as-tu où c'est que le monde peut te rejoindre? Facebook, oui. martinlevac.com. C'est ça. C'est-tu les deux principales? Oui, absolument. martinlevac.com, Facebook. C'est pas mal ça. C'est pas mal là que ça se passe. On répond à tout le monde aussi systématiquement. Tu sais, le monde qui m'écrit sur Facebook, on leur répond tout le temps personnellement. Si c'est pas moi qui réponds, c'est Janice. Si c'est pas Janice, c'est Véronique. Tu sais, on est 3 dans l'équipe là. C'est pas compliqué. Oui. Hein? Fait que pas dans l'équipe, mais dans l'administration de ma carrière puis des productions à la petite pomme là, on est 3. Fait que c'est pas mal ça là. Ouais. Fait que cet épisode-là va être en ligne le 17 juin. OK. Donc, s'il y a du monde dans le coin de la Colle ou dans le coin, toi, tu fais la fête de la Saint-Jean aussi à la Colle. Oui, on fait un trio rock, là, traditionnel québécois, répertoire de la Saint-Jean-Baptiste. Là. OK. Ouais, on va faire du Paul Piché, puis du Offenbach, puis du Plume la Traverse. Les tunes de Saint-Jean. Ça va être parfait. Ouais, je vais triper. Au moins une fois par année, j'ai l'occasion de jouer d'autres choses que du Phil Collins ou du Genesis. All right. Ouais. Et merci beaucoup, Martin. C'était vraiment cool. Ben, merci à toi. Bye. Yeah. Trop de culottes, trop de police, de camouflage, je suis hors service. Trop de pompons, trop de complices, trop de t-shirts marqués Elvis, trop de détails, je perds la piste. Mais où est Charlie? Je l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché pendant des heures, je vois plus rien, puis j'ai des chaleurs. Où c'est qu'il est? Je le cherche encore. Aveuglé de prismacolore, je perds sa tuque dans le décor. Y-a-tu échappé ses lunettes dans le fond de la bolle de toilette? Y-a-tu perdu de sa prestance? Y-a-tu parti resté en France? Y-a-tu pogné avec la finance? Où est Charlie? Je l'ai pas trouvé. Je l'ai cherché pendant des heures. Je vois plus rien, puis j'ai des chaleurs. Où c'est qu'il est? Je cherche encore. Aveuglé de prismacolore, je perds sa suite dans le décor.
cherchant